Bonjour à tous. Alors je suis ravie, très honorée d'être ici avec vous en présentiel, en distanciel, pour parler du travail et du management dans le nouveau normal, post-Covid. Alors comment allons-nous prendre le temps dans un premier temps de décrypter ce qui s'est passé? C'est important de prendre ce temps de pause pour pouvoir décoder, apprendre de ce que l'on a vécu. Je vous proposerai en fait une deuxième question, la question sur la posture managériale. Comment, dans ce nouveau normal, faut-il manager, travailler avec ses collaborateurs? Quels sont les secrets de ce management post-Covid? Et puis, je vous inviterai à réfléchir sur les bonnes compétences, les compétences à développer pour pouvoir être efficace et performant dans cette nouvelle façon de travailler. Alors, commençons par le décryptage. On a vécu des choses inimaginables. On a vécu dans un environnement qui est exceptionnel. Et c'est très important de prendre ce temps pour débriefer, raconter, expliquer et exprimer tout ce que l'on a pu ressentir. C'est pour cette raison qu'il me semble essentiel de vous donner 3 mots-clés. Les 3 mots-clés qui caractérisent le nouveau normal. Le premier mot-clé, c'est l'incertitude. Le deuxième mot-clé, c'est le mot paradoxe. Et le troisième mot-clé, c'est le mot accélération. L'incertitude est la caractéristique première de ce nouveau normal. Pourquoi ? Avant la pandémie, les organisations étaient en cours de transformation numérique. Avec la pandémie, l'incertitude est devenue réalité. Et ce qui fera demain notre futur, c'est de comprendre que cette incertitude va devenir pérenne et que ce sera quelque chose de normal. L'incertitude devient normale. Alors, déjà, qu'est-ce que l'incertitude ? Il faut bien comprendre qu'il y a 4 niveaux d'incertitude. C'est une échelle créée en 1997 par Kurt et Viguerie. Le premier niveau, c'est quand en fait, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un peu improbable, et donc on va prendre une stratégie d'hier pour l'appliquer aujourd'hui. C'est le niveau numéro 1, le moins incertain. Le deuxième niveau, c'est quand on va utiliser en fait du storytelling. On va essayer de raconter des histoires pour imaginer la bonne solution dans un niveau plus incertain. Le niveau 3, c'est quand on va créer, on va translater. Et le niveau 4, c'est l'ambiguïté totale. C'est ce qui est inimaginable qui arrive. C'est l'exemple, en fait, des Twin Towers. C'est les États-Unis qui ne pensaient jamais pouvoir être attaqués sur leur propre sol à New York. Et pourtant, comme le dit Nassim Taleb avec le signe noir, on pensait que tous les signes étaient blancs jusqu'au jour où en Australie, on découvre un signe noir. L'improbable peut toujours arriver. Nous sommes aujourd'hui dans ce cas de figure, le niveau maximal de l'incertitude. Et il faut bien comprendre en fait que l'incertitude, ça peut être positif. D'abord, pourquoi ? Parce que les chercheurs de Yale en 2018 nous expliquent à partir d'expériences de chimpanzés qu'en fait, dans l'incertitude totale, dans l'ambiguïté, c'est là qu'on apprend le mieux. Pourquoi ? Parce qu'on va trouver des astuces et parce qu'on va ancrer ce que l'on a mis en expérimentation, ce que l'on a appris. Donc, on apprend mieux dans l'incertitude que dans la stabilité. Deuxièmement, parce que l'incertitude, c'est un game changer. C'est comme ça qu'on va faire sauter les verrous et qu'on va pouvoir innover de façon incrémentale et de façon émergente. Et ensuite, l'incertitude, c'est une autre façon de penser. Ça nous permet non plus d'être dans les logiques linéaires, causalité, le vrai, le faux. Non, on est avec l'incertitude dans des logiques de complexité et c'est ce qui correspond aux environnements dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Donc l'incertitude est le nouveau normal, l'incertitude est une opportunité. Et donc vous, en tant que collaborateur et manager, comment se comporter ? Vous avez un acte de management à réaliser. Quand vous êtes en situation d'incertitude, vous devez détecter les aléas. Vous devez mettre en place des tactiques, des outils pour savoir où se situe l'incertitude, grâce à la data, grâce à des réseaux, grâce à la bonne information. Parce que dans l'incertitude, en fait, on doit non plus appliquer des connaissances, on doit être astucieux, avoir la bonne information, avoir les bonnes personnes qui vous donneront les bons trucs ou les bonnes solutions. C'est ça la première caractéristique du nouveau normal. L'incertitude, détecter les aléas. La deuxième caractéristique du nouveau normal, c'est le mot paradoxe. Le mot paradoxe, c'est le mot qui caractérise ce que l'on a vécu et ce que l'on va vivre, c'est-à-dire le « en même temps ». Le paradoxe, ce n'est pas quelque chose qui se résout,
c'est quelque chose qui est insoluble. C'est quand il y a deux faits ou deux idées contradictoires en même temps. C'est l'idée, en fait, on va vous dire, faites du télétravail, faites de la distance, mais si le client vous le demande, vous allez quand même le rencontrer. C'est l'idée de vous dire, le télétravail, ça vous donne de la liberté. Puis en fait, vous apercevez que tout est minuté et que vous êtes encore plus dans un temps contraint. Donc le paradoxe, c'est quelque chose qui doit être vécu non pas comme quelque chose qui est un choix, parce que si vous choisissez l'un ou l'autre de l'extrême, eh bien, vous serez toujours désavantagé et insatisfait. Non, quand on est dans une situation paradoxale, on doit contourner. La bonne stratégie quand on est un manager, c'est de prendre le temps présent comme axe de décision. C'est-à-dire qu'en fait, on va décider du choix face à deux paradoxes en fonction des informations que l'on a en temps présent et en fonction des ressources que l'on a en temps présent. Pourquoi ? Parce que face à une situation paradoxale, il faut décider en frugalité avec ce que l'on a et ne pas perdre du temps à chercher plus, parce qu'en fait, ça ne sert à rien, le paradoxe va évoluer et dès qu'on aura plus, on sera avec un nouveau paradoxe. Donc, on voit bien qu'en fait, le paradoxe est vraiment la deuxième caractéristique de ce nouveau normal. Et en tant que manager, face à des situations paradoxales, vous n'avez qu'une attitude à privilégier. Sauver l'essentiel, penser temps réel, agir en frugalité. La troisième caractéristique du nouveau normal, ce sont les accélérations. On l'a vu, tout le monde est bien conscient qu'il y a eu, bien sûr, les accélérations avec les outils numériques, puisque en quelques mois, en 5 mois, on a eu des accélérations de transformation des outils numériques qui étaient normalement prévues en 5 ans. Mais ce n'est pas tellement et seulement sur les méthodes de travail qu'il y a accélération. Il y a aussi accélération sur les stratégies. Regardez les COMEX du CAC 40, plus de la moitié d'entre eux ont changé les équipes, ont changé la stratégie pour intégrer soit leur cœur de métier, pour se diversifier ou pour intégrer de nouvelles thématiques. Donc les accélérations se font au niveau des méthodes de travail, au niveau de la stratégie et surtout aux nouvelles façons de recruter, les nouvelles façons de manager avec des recrutements qu'on a fait 100% à distance. Donc les accélérations sont la troisième caractéristique. Et par rapport à ces accélérations, en tant que manager, je vais vous donner le secret. Le secret, c'est que bien sûr, vous devez accompagner les accélérations business, puisque vous êtes aligné sur la stratégie de l'entreprise. Mais en tant qu'homme qui va gérer une équipe, qu'elle soit l'équipe donc fixe ou l'équipe transverse, ou participer à une équipe qui soit un écosystème, vous devez vous mettre dans une posture de slow management, ne pas du tout adopter le rythme de l'accélération. Qu'est-ce que c'est le slow management ? C'est celui qui écoute avant d'imposer. C'est celui qui va être extrêmement positif pour encourager. C'est celui qui va essayer de développer de nouvelles relations de confiance pour voir dans son équipe ceux qui sont en fragilité. Donc, plus on est dans des rythmes d'accélération, plus il est important d'être un slow manager. Voilà, c'était la première idée. Comment caractériser ce nouveau normal ? L'incertitude, on détecte les aléas. Les paradoxes, on sauve l'essentiel. Les accélérations, on est un slow manager. Mais il y a une deuxième question qui vous intéresse. La deuxième question, c'est ces nouvelles postures managériales. Maintenant que j'ai compris comment était ce nouveau normal, comment je dois me comporter, moi, manager, qui, quelque part, a sauvé la continuité de l'activité pendant la période de la pandémie. Déjà, bravo. Bravo à tous les managers, parce que c'est grâce à eux qu'il y a pu avoir cette continuité. Ils ont soutenu les équipes, ils ont mis en place les stratégies et surtout, ils ont veillé à la bonne entente entre les services. Donc, la première postule managériale, c'est ce que j'appelle le manager à la pagaie. Le manager à la pagaie, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui va intégrer les incertitudes, les paradoxes et les accélérations. C'est celui qui, aujourd'hui, en temps réel, va donner un coup de pagaie à droite et demain donnera un coup de pagaie à gauche. On pourrait dire il tire des bords. On peut avoir l'impression qu'il ne va pas dans la même direction. Et c'est vrai, si on est à très court terme, on a l'impression qu'il va en sens opposé. Mais pas du tout. C'est en tirant des bords et en pagayant qu'on va dans la vitesse, dans l'accélération et dans une direction unique. C'est aujourd'hui le management qui correspond à ces situations incertaines, paradoxales, accélérées. Je manage à la pagaie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord qu'en fait, je vais décider en fonction des talents et non plus en fonction seulement d'une stratégie moyen et long terme.
C'est l'entreprise Extia, que vous pouvez retrouver dans la chaîne YouTube, les Jeudis de la Transformation, ou dans le MOOC Management Post-Covid, qui vous explique qu'en fait, elle bâtit sa stratégie sur un slogan. D'abord qui, après quoi? C'est-à-dire qu'en fait, elle bâtit sur sa stratégie à partir de ce que souhaitent les collaborateurs et ensuite, elle définit des cercles de développement business de façon plus ou moins étendue. Par exemple, si vous avez un développeur qui dit « moi, ça m'intéresse le quantique, mais je veux travailler à Nantes », on va essayer de trouver un nouveau pôle de compétences à Nantes sur le quantique. Vous voyez? Donc, c'est d'abord qui, après quoi. La deuxième caractéristique du management à la pagaie, c'est celui qui va susciter des idées chez ses collaborateurs. C'est la magnifique interview, chaîne YouTube, MOOC, du DG de Red Hat, M. Morisseau. M. Morisseau, il explique. Vous savez, Red Hat, c'est cette entreprise qui a créé Linux, c'est l'open innovation, c'est les logiciels libres, elle vient d'être achetée par IBM. Il explique qu'en fait, il n'a qu'une obsession, c'est que ses collaborateurs aient des idées et des idées et des idées. Pourquoi? Parce que plus vous suscitez des idées, plus vous allez avoir de l'innovation terrain. Et ainsi, vous allez pouvoir demander aux collaborateurs de fixer des objectifs et donc des deadlines par rapport aux idées qu'ils auront émises. C'est vraiment la force de proposition. Donc c'est une façon de manager complètement différente. On le retrouve d'ailleurs à la gendarmerie. La gendarmerie, avec l'opération Restons présents, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la Covid? Ils ont décidé que tous les gendarmes avaient le droit d'expérimenter idée, action, et ensuite, si ça marche, généralisation. C'est ça le manager à la pagaie. C'est celui qui va penser d'abord le droit d'expérimentation. Et puis ensuite, il y a une deuxième posture managériale qu'il faudra absolument intégrer, qui est le manager modélisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la data est partout. On l'a vu avec la pandémie, la data nous a permis d'anticiper, de gérer, bien entendu, les hospitalisations. Et la data, aujourd'hui, pour le manager, c'est une ressource. On doit, en tant que manager, être IA compatible, comprendre comment la data peut être existante et performante dans mon petit service, avec simplement un tableau Excel. On n'a pas besoin de faire du machine learning pour pouvoir avoir des outils prédictifs. La data, grâce à la data visualisation, grâce à des tests avec des algorithmes prédictifs, est un magnifique outil pour prédire en temps réel. Et c'est ce temps réel qui caractérise le nouveau normal. Donc le manager modélisateur, c'est celui qui a cette culture. Et puis enfin, on a bien entendu le manager hybride. Alors vous l'avez tous été, mais maintenant il va falloir capitaliser. Pourquoi? Parce que ce que vous avez fait hier en télétravail, aujourd'hui vous allez devoir réfléchir. Qu'est-ce qui est plus à forte valeur ajoutée en présentiel, en distanciel, en synchrone, en asynchrone, en virtuel, en figital? Et vous allez devoir réfléchir, prenons l'exemple de la collaboration, à ce que vous pouvez faire ensemble, en physique, en collaboration. Par exemple, on va développer des relations, on va développer du brainstorming et de la créativité sur des nouveaux projets, et puis on va développer de la confiance. Et puis à distance, la collaboration, elle sera différente. On sera beaucoup plus organisé. À distance, on va pouvoir avoir du brainstorming avec de l'international ou des personnes qui ne sont pas prêtes à venir à distance, etc. Donc, il y a une valeur ajoutée sur un seul sujet en présentiel, à distance, et il va falloir travailler ces deux modes de façon transverse. Et ça, c'est une nouvelle façon de travailler. Je suis à distance, comment je fais pour que ma pieuvre soit suffisamment efficace pour pouvoir quand même écouter ce que les autres, donc qui sont à distance ou en présentiel, peuvent expliquer. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des modes de travail qu'il va falloir intégrer, faire évoluer. Donc, l'hybride, c'est quoi? C'est ce manager qui a une vraie réflexion sur 3 sujets. Le lieu de travail. Est-ce que le lieu de travail, qui par exemple est un siège social, est encore aujourd'hui d'actualité? Ou est-ce qu'il vaut mieux penser des équipes support éclatées en fonction des clients, des domaines d'activité, des lieux d'habitation des collaborateurs? Première question. Deuxième question, les espaces. Quand je suis dans un espace physique, est-ce qu'il faut absolument que chacun puisse travailler dans un flex office les uns à côté des autres, ou au contraire, faire des espaces physiques que des espaces de collaboration pour redonner le travail du flex office au télétravail? Deuxième question. Et troisième question, c'est une question essentielle sur la sécurité. La sécurité quand on déporte le travail en télétravail.
c'est vrai que quand je suis dans mon bureau ou dans mon flex office ou dans mon lieu de collaboration en présentiel, si j'ai un document confidentiel, je le mets dans la poubelle, la déchiqueteuse, c'est bon, la confidentialité est assurée. Mais chez moi, si je le mets dans ma poubelle, qu'il n'y a pas de tri et que j'oublie de déchirer mon papier, en fait, je peux retrouver un papier extrêmement précieux ou confidentiel dans une poubelle qui s'ouvre avant ouvert. Donc, vous voyez, donc il y a vraiment tous ces sujets à repenser. Donc, les nouvelles postures managériales, elles sont autour du manager à la pagaie, celui qui agit comme une ressource pour ses collaborateurs en mode agile, le manager modélisateur, celui qui a intégré la culture data et IA, et le manager hybride qui repense aujourd'hui ses modes de travail en étant, bien entendu, très clair sur ce qu'il peut faire à distance, en présentiel, en figital, c'est-à-dire lorsqu'il va manier les deux modes. Maintenant, troisième question essentielle. Je suis manager, j'ai compris quelles étaient les caractéristiques de ce nouveau normal, j'ai compris quelles étaient mes nouvelles postures, mais en termes de compétences, qu'est-ce que je dois privilégier? Alors déjà, il y a un triptyque sur lequel on ne peut plus faire l'impasse. Ce sont les compétences de transformation. On les connaît toutes, les compétences numériques, c'est l'alphabet de cette nouvelle civilisation. Les compétences d'agilité, je travaille différemment en test and learn, en transversalité, avec des POC, je sais travailler en mode agile. En design thinking, j'innove, je crée avec de l'empathie, des personas, OK. Et puis, je sais travailler en mode de collaboration. Et je différencie quand même bien la collaboration, où tout le monde va apporter son expertise, à, bien sûr, la coopération, où ensemble, on va créer quelque chose de nouveau. C'est le premier bloc. Ce premier bloc, c'est un bloc de transformation. Maintenant, il y a un deuxième bloc sur lequel les managers et les collaborateurs doivent absolument monter en compétences. On en a parlé tout à l'heure, c'est la data. On ne peut plus aujourd'hui faire abstraction de la data et de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut apprendre le vocabulaire, apprendre l'univers. Avec la data et l'IA, on n'est plus dans un environnement classique, linéaire, on est dans un environnement de la probabilité. C'est un peu comme si vous étiez avec Madame Météo qui vous dit, voilà, demain il va pleuvoir, et puis en fait, demain il fait beau. Ah oui, mais c'était une probabilité. Et donc, c'est un peu ça aussi, l'intelligence artificielle. Et quand demain, vous allez travailler avec des IA qui vont vous aider sur certaines tâches, qui vont vous remplacer sur d'autres et qui vont vous augmenter, c'est-à-dire vous permettre de faire de nouvelles activités sur des nouvelles tâches comme la traduction, il faudra bien comprendre qu'il faut toujours les contrôler, qu'il faut toujours avoir le doute scientifique. Pourquoi? Parce qu'il y a des biais et des erreurs qui font partie de cet univers de la probabilité. Et puis ensuite, il va falloir expérimenter. Est-ce que telle solution d'IA correspond à des usages de travail ou pas? Et donc, on voit bien que cette culture IA, elle est nécessaire pour participer à des projets IA. C'était la deuxième compétence à acquérir. La troisième compétence, on en a parlé, c'est comment être un manager hybride. Alors, quelques astuces. Ce qu'il faut bien comprendre, premièrement, c'est que travail à distance et télétravail ne sont pas synonymes. On peut très bien être un commercial sans faire du télétravail et faire de la distance. Donc, il faut bien expliciter les situations de travail. Deuxièmement, deuxième astuce, attention. Quand tout le monde va décocher sa vidéo, eh bien, certains vont faire d'autres choses, on le sait bien. Donc, quand vous êtes un manager, essayez de remettre de temps en temps dans votre réunion des temps où tout le monde allume sa vidéo. Troisième astuce, attention, les réunions doivent être beaucoup plus courtes. On préconise au maximum 35 minutes pour pouvoir avoir au moins 10 minutes sans vidéo, sans ordinateur, avec un crayon et un papier pour savoir qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on retire, qu'est-ce qu'on doit faire. Quatrième astuce, sachez qu'enchaîner les vidéos développe une surcharge mentale épuisante. La seule façon de vous régénérer, ce n'est pas d'aller prendre un café ou d'aller simplement faire quelques pas. Non, c'est de switcher votre cerveau. C'est quoi? C'est d'aller sur le palier, discuter avec la voisine et changer votre mental. C'est d'aller dans votre jardin, de faire 3 petits coups dans le jardinage avec vos fleurs. Oui, vous avez switché votre mental. Il y a les faux et les vrais breaks. Donc, pensez à expliquer à vos collaborateurs qu'il faut faire des vrais breaks quand vous faites
Donc, un enchaînement en télétravail. Et puis, cinquièmement, c'est très important de comprendre qu'en fait, dans le télétravail et dans les réunions en télétravail, le manager a une mission. C'est celui qui va faire l'inclusion, la désorganisation, la déclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? L'inclusion, c'est celui qui, au départ, va mettre un peu d'organisation. Eh bien, la désorganisation, c'est celui qui va créer quelque chose qui va être soudain, incertain, complètement désorganisé pour redonner de la pêche au milieu de la réunion si elle dure 35 minutes au bout on va dire 15 minutes. Et puis c'est celui qui, à la fin, va resserrer la réunion pour pouvoir réexpliquer qui fait quoi, comment et quelles sont les actions à mener. Donc on fait toujours un compte-rendu collectif pendant la réunion. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de garder en mouvement et en intérêt l'ensemble des participants, mais il n'y a pas le puni qui fait le compte-rendu. Il y a un document partagé où on fait le compte-rendu en temps réel. C'est la base sur du 35 minutes. Donc on le voit bien dans le manager hybride, il y a quand même des astuces qui aujourd'hui sont extrêmement codifiées. Et nous en sommes à la quatrième compétence. La quatrième compétence, c'est la plus importante. C'est celle sur laquelle, je pense, il va y avoir peut-être des divergences. Vous savez, on vous parle beaucoup de soft skills et on vous dit les soft skills, ce sont les compétences de demain. Eh bien, moi, je suis contre. Je pense que les soft skills, il faut qu'elles restent dans le monde d'avant la pandémie. Aujourd'hui, ce ne sont plus les soft skills qui sont à l'honneur dans ce nouveau normal. Ce sont les compétences de centrage. C'est tout ce que l'intelligence artificielle nous vole, tout ce que l'hybridation et le travail à distance nous aident à être peut-être moins attentifs. Et donc, ces compétences de centrage, c'est quoi? C'est savoir reprendre le pouvoir sur son temps, c'est savoir prioriser, c'est l'attention, la mémoire et savoir où on a son énergie. Donc ces compétences de centrage, elles sont spécifiquement humaines et c'est ce qui nous différenciera de la machine, qui fera que vous resterez employable et qui fera surtout que vous resterez en bonne santé. Je vais prendre deux exemples. Prenons le temps. Alors oui, aujourd'hui, avec la suite Microsoft Office ou avec n'importe quelle intelligence artificielle comme Julie Poindesque, on peut gérer votre agenda à votre place. Oui, c'est tout à fait faisable. Et pourtant, c'est une erreur. Il faut absolument que vous restiez maître de votre agenda. Pourquoi? Parce que dans votre agenda, vous devez bloquer des périodes avec vous-même, bloquer des périodes pour de l'aléa, bloquer des périodes pour faire du one-to-one avec vos collaborateurs. Et ça, c'est à vous de le faire et pas de le faire de façon automatique. Et donc, savoir gérer son temps, c'est reprendre le pouvoir sur ce qui est important dans le séquentiel, ce qui est important par rapport à vos priorités et ce qui est important pour le travail et pour vous en tant qu'être humain. Le deuxième exemple, c'est l'énergie. Vous savez, aujourd'hui, on le voit bien, on a de plus en plus de désengagement ou plus en plus de personnes qui malheureusement sont trop consciencieuses et arrivent à saturation. Eh bien, vous avez des entreprises, je pense à une très grande entreprise américaine, qui pendant le confinement a vu tellement de collègues épuisés qu'elle a décidé de donner ce qu'on appelle des jours de recharge day, des jours de recharge. Elle donne 3 jours en plus des RTT et des vacances pour que chacun se décontracte, retrouve de l'énergie et là, elle demande simplement en retour que les collaborateurs expliquent dans l'intranet comment ils ont fait une activité qui leur a donné de l'énergie, de la musique, ne rien faire, bouquiner, etc. Et ainsi, les Recharge Day deviennent en fait une super innovation pour pouvoir donner de l'énergie aux autres. Donc on le voit bien dans les compétences de centrage, on se recentre sur l'humain et c'est là que vous devez faire votre performance. Voilà, j'ai terminé. Je voulais simplement vous dire que le nouveau normal, c'est une magnifique source d'opportunités, que les nouvelles postures managériales, il faut bien les intégrer, que les compétences de demain, elles sont transformation, IA et data compatibles, bien sûr hybridation, et surtout, occupez-vous de vous avec les compétences de centrage, parce que plus vous serez en bonheur, en sensibilité et en équilibre, et plus vous serez positif pour les autres. Merci. Je n'ai pas pu être avec vous en présentiel, mais sachez que je suis à votre écoute et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions.